Salut les sans-culottes! J'espère que tout le monde va bien depuis la dernière vidéo. Moi, c'est Thierry, et Louis, c'est Jean Zébulon, mais comme d'hab, on s'en fout. Alors, comme promis dans la vidéo de présentation de la chaîne, et contrairement à ce que je vous ai annoncé dans la dernière vidéo sur les valeurs de la démocratie réelle, aujourd'hui, on va voir pourquoi notre société est éclatée en de multiples morceaux et pourquoi, du coup, on doit changer le système. Je pense que c'est mieux d'approfondir le diagnostic avant d'aborder les solutions. Alors, cette vidéo est un mix des travaux de Jérôme Fourquet, Bruno Latour et Laurent Mermet. Je vous ai mis des vidéos de leurs interventions dans la description pour aller plus loin, mais comme je sais que vous êtes des grosses feignasses, je vous ai fait une vidéo de synthèse. Bon, alors, la vidéo va aborder 4 parties. Dans une première partie, on va voir comment notre société est historiquement traversée par l'axe gauche-droite. Dans une deuxième partie, on verra comment elle est perforée par un axe local-tradition versus modernisation-mondialisation. Dans une troisième partie, on verra comment elle est, par-dessus le marché, écartelée sur un axe dénégation de la crise écologique versus écologisation. Oui, oui, le mot existe, vous vérifierez. Et pour finir, on verra pourquoi la démocratie représentative électorale ne fonctionne plus et pourquoi seule la démocratie réelle peut nous sortir de ce merdier. Allez hop, yallais. Alors, première partie, l'axe gauche-droite. Bon, avant ça, il faut dire qu'il y a de multiples facteurs qui divisent la société. On ne pense pas la même chose selon sa génération, le territoire où l'on vit, le niveau économique dont on jouit, selon son capital culturel et ses pratiques ou absence de pratiques religieuses. Et en fait, la dislocation actuelle du paysage politique n'est que le reflet de l'éclatement de notre société. Alors, la division gauche-droite. Historiquement, les gens de gauche sont les républicains laïcs et les gens de droite, les catholiques, royalistes dans le temps. C'est très clair. Si on regarde les cartographies, elles se recoupent parfaitement, car il y a bien sûr des territoires historiquement plus de droite catho, genre la Vendée, et d'autres plus de gauche laïque, genre l'Île-de-France. On peut aussi définir la gauche et la droite comme ceci. Pour les gens de droite, la hiérarchie des places dans la société est indispensable pour assurer l'ordre et la bonne organisation, à chacun selon son mérite. Et pour les gens de gauche, l'égalité est une valeur fondamentale, donc chacun doit avoir la même chose, ou à chacun selon ses besoins. Bon, évidemment, aucun de ces deux modèles ne fonctionne à l'extrême. Une société sans un minimum de solidarité ne tient pas, et une société où il n'y a aucune reconnaissance de son mérite non plus. Pourquoi se faire chier du coup ? Et pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la voir, on y aborde également l'axe gauche-droite sous l'angle de l'émancipation. Bien. L'avantage de la gauche-droite, c'est qu'il est transclasse sociale. Je m'explique. La société est évidemment un millefeuille de couches sociales, avec les ouvriers et les paysans en bas, et on remonte comme ça jusqu'aux classes dominantes. Mais des communistes et des catholiques, il y en avait dans toutes les classes sociales. Il y avait des ouvriers catholiques et des ouvriers communistes, il y avait des instituteurs communistes dans le public et des instituteurs catholiques dans le privé, il y a des intellectuels communistes et des intellectuels catholiques, etc. Donc, quelque part, ces deux piliers soudaient la société. Mais tout cela a explosé au début des années 80, et pour deux raisons. La première est l'effondrement dans les années 60-70 de la pratique religieuse. Bon, il y a plusieurs causes à cela que je ne vais pas aborder, mais que Jérôme Fourquet explique, vous irez voir. Pour vous donner une idée, dans les années 60, un tiers des Français allaient à la messe tous les dimanches, moi le premier, et maintenant c'est 4% en gros, la claque. Et ça se voit aussi dans les prénoms. Début de 1900, un tiers des filles s'appelaient Marie. Puis après, ça a été Marie quelque chose, Marie-Claude, Anne-Marie, Marie-Pierre, Marie-Fraise, etc. Bon. Puis quasi-disparition des Marie. Pareil avec les Jean, qui sont passés par la phase Jean-Marie, Jean-Pierre, Jean-Jacques, Jean-Zébulon, puis quasi-disparition. Ça, c'était pour les cathos. La deuxième raison concerne les catégories populaires de gauche qui se sont senties trahies lorsque le gouvernement de Mitterrand a mis en place le tournant de la rigueur, condition pour rester dans l'Union européenne. La gauche de gouvernement a choisi de ne plus mener une politique vraiment de gauche, et du coup, les catégories populaires se sont senties abandonnées. D'ailleurs, elles l'étaient clairement. Cet abandon était conceptualisé par le Parti socialiste, et en particulier par Terra Nova. Du coup, il n'y a plus de piliers transversaux, et chacun est dans son coin. Voilà.
On voit d'ailleurs une autonomisation des catégories populaires par les prénoms. Avant, les classes dominantes lançaient une mode sur un prénom, puis année après année, ce prénom à la mode ruisselait vers le bas, les dominés voulant imiter les dominants. Et quand le prénom arrivait en bas, du coup, ça devenait ringard pour les dominants qui l'abandonnaient et en mettaient d'autres à la mode. Eh bien, dans les années 80-90, les classes populaires ont cessé de copier les dominants et ont pris des prénoms principalement anglo-saxons, anglo-américains d'ailleurs, issus de la culture des médias de masse, d'où la grande mode des Kevin, Dylan, Jordan, Cindy, etc., qui sont des prénoms que l'on ne retrouve uniquement que dans les listes électorales du Rassemblement national. Par-dessus tout, il y a une montée de l'individualisme liée au développement de la société de consommation, que l'on retrouve également dans l'explosion récente des prénoms rares, par exemple. On cherche à se distinguer. Bon, donc au début des années 80, l'axe gauche-droite a pris du plomb dans l'aile du fait de la déchristianisation et du changement d'orientation politique du Parti socialiste censé représenter les catégories populaires. Et maintenant, deuxième partie, l'apparition de l'axe d'attraction locale mondialisation. Alors, d'une part, le vide laissé à droite a été rempli par les néolibéraux, avec l'arrivée dans les années 80 de Thatcher et Reagan au pouvoir et leur fameux « There is no alternative ». Bon, vous connaissez le principe, on libère le marché comme un certain national, c'est le libre-échange, fini la régulation, il faut baisser les impôts, privatisation des services publics, etc. Et d'autre part, le vide laissé à gauche a été rempli par le Front National. En effet, dans les années 50, 60, début 70, c'était la reconstruction, les 30 glorieuses. On manquait de main-d'œuvre qualifiée, d'ingénieurs, de techniciens, alors les entreprises recrutaient des gens moins qualifiés et les formaient. Résultat, tout le monde était hissé vers le haut, c'était l'ascenseur social. Mais tout en bas, ça se vidait et on manquait de main-d'œuvre non qualifiée, les ouvriers à la chaîne, etc. Alors on a fait venir en masse des travailleurs émigrés que l'on pouvait payer pas cher, c'était super. Bon, mais avec le choc pétrolier et la crise de la fin des années 70, tout s'est inversé. Avec l'arrivée du chômage de masse, les entreprises ont préféré commencer à recruter des gens surqualifiés puisqu'elles avaient le choix. Du coup, tout le monde a dégringolé et arrivant en bas, les places étaient déjà prises par les émigrés en particulier, ce qui ne convenait plus du tout aux catégories populaires de souche qui les ont vus comme des concurrents pas de chez nous. Donc, début des années 80, grosse prise de conscience qu'il y a beaucoup d'émigrés en France finalement et en réaction il y a eu la marche des beurs, etc. Et du coup le Front National avec sa politique anti-immigration et de préférence nationale a raflé la mise et a commencé à grimper au fur et à mesure des élections. Et en 82, au moment du référendum de Maastricht, on a pris conscience qu'un nouveau clivage était apparu. Le oui à l'Europe, à la mondialisation, versus non à l'Europe, vive la souveraineté nationale, supposée nous protéger. Et ce nouvel axe traverse le clivage gauche-droite des partis. Alors, si on regarde la cartographie proposée par Bruno Latour, on voit en bas ce qu'il appelle le local, la tribu, la tradition, la différenciation culturelle des peuples, le patrimoine, etc. Et en haut, la modernisation par la science, la technologie et la mondialisation. C'est l'universalisme. Une voiture, c'est la même chose partout, on s'habille tous pareil chez Zara, il y a de fait une convergence des modes de vie. Et donc, il y a un mouvement général, le front de la modernisation, qui avance plus ou moins vite en fonction de la capacité des pays et des territoires à se moderniser, et aussi en fonction de la résistance au changement plus ou moins grande des communautés locales. Mais globalement, le pacte mondial, c'est qu'on y va. Tout le monde aura le droit à la sécurité et au confort de la mondialisation. Et Latour montre que le clivage gauche-droite, on le retrouve des deux côtés. Un syndicaliste CGT de chez EDF est pour la mondialisation, et un libéral aussi. Bien, voilà. Et maintenant, troisième partie, l'axe dénégation de la crise écologique versus écologisation. Alors, ce troisième axe d'attraction est apparu clairement lors de 3 événements importants. Le premier, c'est le Brexit et l'arrivée de Trump au pouvoir. Les deux pays qui avaient entraîné tous les autres sur le front de la mondialisation, avec Thatcher et Reagan, maintenant se disent que finalement non. Ils se retournent et ils nous disent « démerdez-vous ». Le deuxième événement, c'est l'extension des migrations, en partie liée au réchauffement climatique. La guerre en Syrie est partie d'une sécheresse et les migrants de la zone subsaharienne remontent car chez eux, ils vivaient d'une agriculture de subsistance, mais les sécheresses à répétition, les invasions de criquets, etc., les ont plongés dans la misère et c'est pour ça qu'ils remontent en masse.
Et troisième événement, la COP 21 en 2015. Ok, tout on a dit, l'accord de Paris est un succès, mais en même temps, les pays du Sud ont clairement pris conscience d'une chose. Le pacte universel où tous les pays du monde marchent dans la voie du progrès, de la modernisation, du fait des limites de la planète, pardon, eh ben en fait, ça ne sera pas pour eux. Et ils n'auront pas le droit. Dommage, ils n'ont le droit qu'à être en première ligne des conséquences néfastes, climatiques en particulier, mais pour les bénéfices, eh ben ils repasseront. Du coup, Bruno Latour dit que le sol se dérobe sous nos pieds, car il n'y a plus de place pour tout le monde sur cette planète. Et du coup, on fait quoi? Alors voilà sa proposition. Donc, on retrouve notre axe local-mondialisation, mais avec ce qu'il appelle le local moins. En gros, puisque c'est comme ça, on repart vers les nations, et le mondialisation moins, la technologie va tout résoudre, on fonce. Et cet axe local mondialisation est maintenant traversée par un nouvel axe lié à notre réaction face à la crise écologique. Alors en haut à gauche, il place ce qu'il appelle l'hors-sol. En gros, les hors-sols sont celles et ceux qui dénient le problème écologique, comme Bolsonaro ou Trump. Trump, il dit, il n'y a pas de problème climatique aux États-Unis. Son discours, c'est continuons à aller vers la modernisation, mais construisons une muraille autour des États-Unis pour se protéger de l'impact. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, pas grave, nous, on va défendre notre part, America First. Et on empêche la moitié de l'humanité d'accéder à la modernisation. Le monde entier pâtit de la pollution et des gaz à effet de serre que les Américains émettent 30 fois plus que les Africains. On s'en fout, c'est ce qu'on appelle un affrontement redistributif, la fameuse rivalité vue dans la vidéo précédente. En fait, évidemment, cette voie est sans issue, car un jour ou l'autre, les ressources seront épuisées pour les Américains aussi, et le réchauffement climatique, ils se le prennent déjà bien dans la gueule. Il n'y a qu'à voir les incendies et ouragans de plus en plus intenses chez eux chaque année, mais le clan Trump s'en fout. Tant qu'il y a des gens pour croire à ces fake news et sa vérité alternative, ils vont continuer à s'enrichir, et ils ont déjà préparé leur bunker de luxe en Argentine ou en Nouvelle-Zélande, pour quand ça va dégénérer. Dans cette voie, un petit nombre de privilégiés va se partager les fruits de la mondialisation dans des quartiers hautement sécurisés. Bon, super. À l'autre bout, il y a ce que Latour appelle le terrestre. Et comme vous le voyez, Latour propose de faire un virage vers le terrestre. Là, l'idée est de retrouver un territoire qui protège et est mondial, mais ce n'est pas la mondialisation. C'est plutôt le agir local, pensée globale des altermondialistes, en fait. Un nouveau partage de la Terre. Il propose d'inventer un nouvel horizon politique où personne ne peut considérer qu'il tient sa place et où les humains les non-humains, ont aussi un rôle politique, puisque la nature interagit avec nous. Il faut tout renégocier, en fait, entre les humains et avec les non-humains. Bon. Si je résume, l'hors-sol, c'est le mythe prométhéen de soumission de la nature qui n'est qu'un décor et une masse de ressources inépuisables. C'est l'artificialisation et le productivisme. On arrache les haies pour augmenter la surface agricole et on se fout des conséquences. Et le terrestre, c'est l'écologisation, le dialogue avec la nature, la vision d'un socio-écosystème. Bon, ça c'est bien, mais la tour prend quand même déjà un peu les locaux et les hors-sols pour des cons, et c'est un peu compliqué en termes d'analyse de partir du principe que la moitié de l'humanité est stupide et où sont des salauds. De plus, où est passé le clivage gauche-droite, il a carrément disparu. Alors, Laurent Mermel, lui, il propose de réintroduire le clivage gauche-droite et on se retrouve avec ce superbe Rubik's Cube. Donc, en bas, le local, en haut, la mondialisation, devant la droite, derrière la gauche, c'est pratique, à gauche le hors-sol et à droite le terrestre. Et du coup, on voit que la société est divisée en 8. Et c'est ce partage que l'on retrouve dans les résultats des élections. De ce fait, ça permet de voir pourquoi les écologistes sont complètement divisés et font des scores minables, alors qu'ils devraient tout déchirer. Parce que vous avez l'écologie locale de gauche, dont Morales est la figure emblématique. Il est pour l'égalité, le droit des minorités, les valeurs tribales de la mère nature, etc. Vous avez l'écologie locale de droite, avec chasse, pêche, nature et tradition. L'écologie mondialiste de droite, avec des gens comme Corinne Lepage de Cap 21, ou Pascal Canfin, qui a rejoint La République En Marche, et l'écologie moderniste de gauche. Ça, c'est Europe Écologie Les Verts, qui représente qu'un 8e finalement. Voilà le bordel. Bon, alors, la morale de l'histoire, déjà, c'est que le système représentatif électoral n'est plus possible. On ne peut plus trouver une majorité pour soutenir un programme qui convient à un 8e de la population. C'est ce qui est expliqué dans la vidéo sur le manifeste pour une république de l'intelligence
collective. Et du coup, on fait quoi? Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais en fait, on est très différents. Comment un dialogue est-il possible au niveau de la planète et avec les non-humains? Eh bien, c'est là où l'on voit tout l'intérêt aussi d'être représenté par des citoyennes et des citoyens tirés au sort. Bah oui. Pendant la Convention citoyenne pour le climat, les 150 citoyennes et citoyens tirés au sort ont délibéré, se sont forgés une opinion éclairée et du coup, ils sont tous devenus écologistes. On les a appelés les Khmers verts, les Khmers verts d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'orbicule, il représente la répartition de nos préjugés, pas de nos opinions éclairées. Et en délibérant à tous les niveaux, on va y aller tous ensemble vers le terrestre, puisque c'est la seule solution. Et ce sera l'harmonie. Et ben voilà, c'est pas si compliqué. Bon, alors, dans les prochaines vidéos, on verra vraiment ce coup-ci quelle forme notre démocratie idéale pourrait prendre. Comme toujours, histoire que je me décarcasse pas pour rien, que je ne sois pas chier. Merci de contribuer au succès de la chaîne et de l'écologisation en likant la vidéo, en la partageant, en vous abonnant à la chaîne et en laissant des commentaires. Si ça ne renverse pas le productivisme, au moins ça y contribue. Eh bien, à la prochaine vidéo, les sans-culottes. Ciao!